Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Darling Ingredients? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme présentement. Également, recevoir chaque mois 2 notes d'analyse basées essentiellement sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes, sans oublier les notes d'analyse ici pour les entreprises qu'on a sans doute mentionnées dans l'analyse sectorielle que vous recevez généralement dans le service également, la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. Et jusqu'au 22 du mois de juin, vous avez une possibilité d'avoir 80% de réduction ici concernant les formations thématiques qui auront lieu dans les mois à venir. Entre-temps, le 13 du mois de juin, on commence par celle-ci. Le 16 du mois de juin, on a celle-ci. Ensuite, en juillet, celle-ci, celle-là, celle-là. Et n'oubliez pas, d'accord? Ici, généralement, il ne suffit juste pas de faire la formation, mais également il y a la masterclass qui vient avec, donc afin de voir à peu près si on a comment est-ce qu'on peut appliquer ça en temps réel avec à peu près des entreprises. On va essayer de choisir des entreprises sous-évaluées d'habitude ici et généralement des entreprises qualitatives. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je pense que chaque secteur d'activité, dépendamment de l'entreprise, dépendamment de l'entreprise ici, si vous êtes dans un secteur d'activité, ici, disons, dans le secteur industriel, le secteur des matériaux ne s'analyse pas de la même façon, d'accord? Même si on a deux entités ici qui semblent être qualitatives, les questions à poser sont totalement différentes, ok? So, ici, on revient sur la compagnie qu'on appelle Darling Ingredients. Donc, Darling ici, c'est, voilà, on lit la description rapidement ici. Darling Ingredients développe et produit des ingrédients naturels durables à partir de bio-nutriments comestibles et non comestibles, créant ainsi les ingrédients et les solutions spécialisées, personnalisées pour les clients des secteurs pharmaceutiques, alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie, de l'alimentation animale, de l'industrie des carburants, de la bioénergie et des engrais. Alors, engrais cycliques, bioénergie cyclique, carburant cyclique. Donc, c'est-à-dire que ici, généralement, on est des price takers. Et il faut donc voir la taille de ces marchés finaux-là dans le revenu de la compagnie. Ok, c'est très important. Et vous allez voir ici que c'est tellement important que cette compagnie-ci est assez complexe à analyser. Même si, à première vue ici, le business model semble intéressant, essentiellement le recyclage des produits d'origine animale et végétale ici en autre chose. Ok, ça va très bien ici avec tout ce qui concerne l'environnement, ESG, etc. Ok, so, quand je regarde un tout petit peu en profondeur, ici, on va prendre généralement ici le revenu, la croissance du revenu, et on va aller pas à pas. Première chose, revenu. Qu'est-ce qu'on a? On a une croissance des revenus. Vous observez quoi ici? Le revenu est croissant, n'est-ce pas? Mais à partir de quelle période? À partir ici de 2021, on a une accélération. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le revenu accélère sur les derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'ils ont eu d'exceptionnel? Est-ce qu'on a fait une acquisition, une nouvelle usine entrée en fonction, ou bien c'est lié à la variation d'une commodité? Parce que nous avions un business assez stable entre-temps, et à partir d'ici, on a quelque chose qui va dans un autre sens. C'est bien d'avoir les revenus croissants. On peut également voir ici, est-ce qu'on a fait des acquisitions, etc. On regarde ici, on a fait une grosse acquisition ici. Même pas une, deux grosses acquisitions. Donc, quand je regarde ça ici, comme ça, on va le mettre comme ça, yearly, non, c'est 1,7 milliard annualisé. Donc, on a une première acquisition, je pense que à ce niveau. Je pense également qu'on a une deuxième là, ou si je ne me trompe pas, une troisième ici. Attendez, est-ce que c'est bien ce que je vois? Voilà, une première, 1 milliard, une deuxième, 535 millions, et une troisième à 1 milliard. Donc, sur cette courte période de temps, on a fait 3 acquisitions qui peuvent avoir un impact sur les revenus de la compagnie en 2024, 2025, 2026. Donc, vous voyez ici que présentement, on aura beaucoup de changements qui ne sont pas encore, qu'on ne verra pas sur les prix actuels. OK? Donc, il faut utiliser le forward, les estimations futures des analystes. OK? So, on continue. Une fois qu'on a la croissance des revenus, regardons également les marges. Est-ce que les marges sont croissantes? On vérifie. On a ici des marges en pleine décroissance. OK? Par rapport à ce qu'on avait précédemment ici, voilà, qu'à partir de 2019, ici, on a une augmentation des marges par là. Donc ici, on revient à peu près à une certaine moyenne. OK? Mais ça prête ici ça intrigue énormément. Les marges EBITDA, c'est, comme je l'ai toujours dit, le plus important ici, c'est de savoir à peu près quelles sont les questions qu'on va poser quand on va lire les rapports financiers.
OK? Donc, je sais déjà que revenu croissant, pourquoi? Marge brute décroissante, pourquoi? OK? Et en termes de en acquisition, on a fait l'acquisition de quels éléments ici, de quelle entité ici, ok? Et est-ce que c'est, voilà, si c'est une compagnie ici qui exerce ici dans le secteur du recyclage, etc., et qu'elle fait l'acquisition ici d'une compagnie qui vend par exemple ici des planches de surf, vous voyez que ça ne concorde pas, ok? Donc ici, je n'ai pas dit que c'est le cas, hein. C'est juste une question comme ça qu'il faut juste pour pouvoir vérifier à peu près le bien fondé de cette acquisition-là. Donc la marge EBITDA ici également accélère sur les derniers mois, d'accord? Même si on a une décélération ici à partir de 2022. Pourquoi? Et on va avoir une petite réponse ici tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ici, je vois que la marge brute augmente. Enfin, la marge brute est un tout petit peu fluctuante, on va le dire comme ça. Revient à peu près à une certaine moyenne, après avoir eu une certaine croissance à peu près vers cette période-ci. Mais la marge EBITDA reste toujours à un niveau assez élevé par rapport à ce qu'on a connu par le passé. OK? Maintenant, est-ce que la dette nette à ce niveau-ci, est-ce que nous avons une dette nette assez gérable? Dette nette ici explose littéralement. 4 milliards 700, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les moyens de payer cette dette nette-là. Mais quand on compare dette nette sur EBITDA actuel, on a un ratio de 3,8. Je dis bien EBITDA actuel. Et c'est important. OK? On a un ratio de 3,8. Maintenant, au niveau des net income, donc je ferme ça. Au niveau des net income ici et des free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Les free cash flow explosent également. Les net income explosent. Les free cash flow, qu'est-ce qu'on a présentement? On compare les deux. On voit que les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des investissements ici en termes de... des investissements ici en... une dépense en capital ici pour la croissance à ces niveaux-ci. D'accord? C'est ce que je pense. Donc, il faudrait également aller vérifier ça. Donc, maintenant, la véritable question est de savoir pourquoi est-ce que le revenu augmente. Les marges brutes également ont tendance à augmenter, ont eu tendance à augmenter sur les 2 dernières années, mais bon, depuis 2022 ici, on a une décroissance. Et les marges EBITDA également ici ont tendance également à augmenter. D'accord? Donc, par rapport à ce qu'on avait précédemment, on n'est pas encore retourné à la moyenne. OK? Alors que la marge brute se rapproche presque de la moyenne en date d'aujourd'hui. Donc, en termes de net margin ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose qui décroît ou est-ce qu'on a quelque chose de croissant? Est-ce qu'on a quelque chose de stable? On a quelque chose ici d'assez de croissant. À une époque, on avait à peu près 3% de marge. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 3 fois plus de marge? Eh bien, moi, je pense que la réponse est simple. Quand je regarde ces rapports financiers ici, d'accord, je constate quoi? Feed ingredient, donc voilà, élément ici, si on le met en français ici, juste pas, parce que voilà, feed ingredient ici, ingrédients alimentaires. Ici, on a également le food, on a feed ingredient, food ingrédients également ici. Donc déjà, il faut voir la différence entre les deux, parce que ça veut dire à peu près la même. Feed ici, est-ce que c'est pour nourrir quelque chose ou bien est-ce que c'est pour un additif, un complément alimentaire pour autre chose? On a également le segment food ingrédients, on a le segment fuel ingrédients. OK? Quand on regarde à peu près la géographie d'opération Amérique du Nord, Europe, Chine, et on voit que c'est en croissance avec l'Amérique du Sud également qui explose, mais bon, c'est encore insignifiant en date d'aujourd'hui. Quand on regarde les revenus ici, le fuel ingrédient ici augmente, d'accord, 533, d'accord, de 24%, food ingrédient 14%, feed ingrédient de 49%. Donc, moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que nous n'avons pas une entreprise ici qui est influencée? Donc, on peut voir ici que le segment des ingrédients alimentaires comprend l'achat et la transformation de copeaux d'os de bœuf et de porc, de peau de bœuf, de porc et de poisson en collagène, ainsi que la collecte et la transformation d'intestins de porcins et de bovins. Vous voyez déjà que ce n'est pas quelque chose, voilà, c'est vraiment du recyclage, on va le dire comme ça, c'est utile, hein? C'est un bon business. OK? Donc, ces déchets-là sont transformés en autre chose. Le segment des ingrédients pour carburant comprend les activités globales liées à sa part de résultats dans la participation de Diamond Green Diesel Holding. Retenez bien ce nom-ci. OK? Et on regarde également ici que le segment ingrédients, le segment ingrédients pour l'alimentation animale comprend la collecte et la transformation des sous-produits animaux de bœuf, de volaille et de porc, la collecte et la transformation de résidus de boulangerie en Amérique du Nord, en cookie meal, la collecte et la transformation d'huile de cuisson usagée en graisse de qualité non alimentaire. Donc, en fait, sur toute la chaîne de valeur ici, enfin, je ne dis pas toute la chaîne de valeur, je parle juste comme ça, mais je dis
On transforme ici des déchets ici en produits ici, voilà, en plus-value. On va le dire comme ça. Ce qu'on devrait jeter normalement, on le transforme ici en autre chose qu'on pourrait revendre à d'autres industries. D'accord? So, le business model est intéressant. Ça demande un approfondissement ici. Quand je regarde maintenant les annual reports de 2021, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi est-ce que les revenus ont explosé en 2021? Les bénéfices nets ont explosé en 2021. Parce que vous regardez cette compagnie ici, du point de vue bénéfice net ici, à ce niveau-ci, résultat net, on a une explosion en 2021. 2022 également. 2023, on s'attend à quelque chose d'assez élevé. Et 2025. Est-ce qu'on a trouvé le next big thing? Point d'interrogation. Les marges également restent à peu près stables. J'aime bien ça, la stabilité des marges nettes ici. Ok, donc c'est parce que le revenu, il y a une croissance des revenus ici assez exponentielle. Les free cash flow ont tendance à être également à un niveau assez correct, enfin pour le moment différent des net income, mais on s'en va vers le, voilà, un 14% ici entre les deux. Donc on s'en va ici à une égalisation, d'accord? So, quand on regarde à peu près en 2019, on avait des bénéfices nets aux alentours de 300 millions, d'accord? 100 millions ici en 2018, d'accord? 300 millions en 2019, 300 millions en 2020 et 600 millions en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je prends les rapports financiers de 2021, juste, ok, voilà, je suis sur les rapports financiers de 2021. On vous mentionne ici que les net income, voilà, où est-ce qu'on a? Segment operating income. Donc, on voit ici que the company fuel ingredient segment operating income exclusive of equity contribution from DGD, donc Diamond Group, machin, donc ce dont on a parlé tantôt. C'est une joint venture avec la compagnie ici je pense c'est Valero, qui est une compagnie, qui est une raffinerie, d'accord? Donc, for fiscal year 2021 was 425,1 millions, je le dis en français, d'accord? Donc, une croissance ici de 107 millions, soit de 34% par rapport à ce qu'on a eu en 2020. Donc, ce segment-ci est déjà en croissance, existe depuis 2020 déjà, peut-être même avant d'ici, depuis 2019. Donc, the increase is primarily due to expansion of the DGD Norco facility that was effective in October 2021. Donc, c'est-à-dire que la croissance ici des bénéfices est liée à l'expansion, donc sans doute l'augmentation ici de la capacité de DGD, dont notamment ici le compartiment ici DGD Norco Facility. Donc une croissance ici de increase in renewable identification number price. Donc ça veut dire quoi? Pour faire simple, c'est augmentation ici du prix des produits liés au carburant. Donc comment on appelle encore ça? Le carburant renouvelable, on va le dire comme ça. Ok, le diesel renouvelable, ce genre de choses-là. Donc, un impact sur les prix. C'est un price taker à ces niveaux-ci. Ok, et ça, c'est assez intriguant. Pourquoi je dis que c'est intriguant? Parce que quand on va regarder les bénéfices nets ici, ils ont tendance à être optimistes, n'est-ce pas? Actuellement, on est à 12,7 fois 11 fois les bénéfices. En fait, qu'est-ce qu'on a inclus dans ces bénéfices-là? Est-ce que l'impact du prix du pétrole n'est pas inclus dans ces bénéfices-là de telle sorte que c'est pour ça que le marché paye des multiples très peu élevés comme ça? Est-ce que ce n'est pas le cas? Moi, je pense que c'est le cas. Je pense ici qu'on a un segment d'activité qui rapporte énormément d'argent. Et ce n'est pas tout, parce que on va le regarder ici autrement. Donc, je vais prendre Financial Highlight ici. Donc, je vais regarder ça, operating, machin. On va les regarder ici par segment d'activité, c'est ce qui m'intéresse. Pas juste ça ici, parce que les ratios ici pourraient être trompeurs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous voyez ici que les 50% ici de Darling dans DGD représentent à peu près ceci. Génère à peu près 383 milliards. Excusez-moi. 383 millions en 2021. Ok, ça c'est 2021. Sur un EBITDA combiné ici à peu près de 1 milliard 234. D'accord? Donc, ça veut dire que si on enlève ici la part de DGD ici, ça représente à peu près 25% ici de l'EBITDA. OK? Mais attention, on continue ici. Les operating cash flow ajustés. Donc, operating cash flow adjusted along EBITDA ajusté ici. Donc, attendez. Combine, attention. Est-ce que le combine ne prend pas en considération? Donc, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut prendre ici. Les EBITDA ici, c'est 851, 383. Donc, ça représente à peu près presque 50% ici. D'accord? Faites attention.
pense que le combine ici prend en considération les parts également de Valero avec la joint venture ici. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que si vous voyez ici, vu qu'on a 50%, si on fait plus 383, ici, on va plutôt retrouver ce genre de montant-ci. Comment est-ce qu'on le fait ici? Simple. Quand vous voyez déjà le 9 plus 9 ici, ça fait 3, ça fait 13. OK? 13 ici, 1 plus 1, ça fait ici, ça va faire 1. 0 plus 1, ça va faire 1, plus la dizaine, la dizaine qu'on a retenue plus haut ici. Donc, ça va faire ici à peu près 2. Et vous voyez qu'on arrive à 23 ici. Donc, ça veut dire que c'est à peu près similaire. OK? Ouais, je sais que, faites le calcul entre les deux, vous allez trouver. Également ici, moi, je cherche à peu près avoir les bénéfices nets. Quand on va regarder ici la partie bénéfices nets, risque, partie 2 ici. J'aime bien la façon dont ils ont présenté, c'est la façon de présenter les résultats ici. Financial Testament and Supplementary Data. OK, on va aller regarder ça ici. Moi, c'est la partie des bénéfices nets qui va m'intéresser. J'espère qu'on va prendre le Financial Testament ici. On va prendre le tableau. Où est-ce qu'il est? Voilà, il vous donne la vie générale, blablabla. Je ne vais pas télécharger le document parce que je n'ai pas envie de le faire ici. J'ai trop de documents téléchargés dans mon ordinateur. Donc ça, c'est Asset. Donc ça, c'est le bilan financier. Ça, c'est le compte de résultats. OK. Restons un tout petit peu sur le compte de résultats. Je suis encore en 2021. Enfin, techniquement ici, 2021, janvier 2022 ici. Généralement ici, voilà, ça ce sont les 12 derniers mois, dépendamment, ça a été publié ici au mois de janvier. Donc disons, même qu'on se fie au mois de janvier ici. Blablabla, blablabla, blablabla. Total cost and expense, 4 milliards, machin, machin. Total revenu ici, 4 milliards 700. La différence entre les deux, ça donne à peu près 500 millions. Mais ici, on ajoute un 351 millions issu de Equity in Net Income of Diamond Green Diesel. 351 millions. Moins les dépenses ici, les autres dépenses ici, moins à peu près les taxes, etc. Ça donne 657 millions. Donc, juste ça représente à peu près de 50% ici des bénéfices nets. Et ce segment-ci est cyclique. Oui, il est cyclique. Si on compare janvier 2021 et janvier 2022, donc à peu près décembre 2021, donc ce segment-ci est cyclique. Même si sur les 3 dernières années, ça a rapporté quelque chose d'assez intéressant ici, mais ça reste un segment assez cyclique. Il faudrait regarder ici que les bénéfices nets sont aux alentours de, enfin, le prix de la commodité ici est aux alentours de combien en 2019 en moyenne, en 2021 et en 2022. Est-ce que c'est un price taker ou un price maker? Est-ce que c'est à partir de ce segment-ci que notre analyse va un peu différer. Parce que nous avons une compagnie ici qui a un passif, qui a une explosion des bénéfices nets sur les dernières années. Généralement, ici, on aimerait croire que ça va durer dans le temps. Mais ce que je vois ici présentement, vu la première lecture quantitative, parce qu'il faut vraiment qu'on aille en profondeur ici. Si je dois analyser cette compagnie-ci, il faut que je normalise les résultats. Je ne serais pas à l'aise à posséder cette compagnie-ci sans normaliser les résultats. Et encore, c'est ce que je regarde sur les éléments, à partir des éléments quantitatifs. Parce que si je lis, en lisant les rapports financiers, que je me rends compte qu'en fait, les revenus ici, issus de la joint venture ici, sont à peu près stables. On pourrait avoir le même niveau de revenus pour les 10, 20, 30 prochaines années. Ça m'intéresse. Mais si on a des revenus qui sont fluctuants ici, ça, je n'aime pas. OK? So, ici, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Et ça, c'est la partie la plus... Généralement, c'est la partie la plus compliquée. D'accord? C'est vraiment une partie assez complexe ici. Si je le prends ici par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu, on se rend compte qu'ici, le segment fuel n'impacte pas le revenu ici. Techniquement, parce que ici, on nous donne directement... oui, on peut se dire que je ne pense pas que c'est comptabilisé dans le revenu. Parce que quand on regarde les rapports financiers ici, la façon dont on a présenté ces rapports-là, vous voyez que le revenu, il est là, 4 milliards 700, et l'equity vient à ces niveaux-ci. OK? Donc, l'equity n'apparaît pas à ces niveaux. Donc, c'est-à-dire que le revenu ici, qui vient de ces niveaux-ci dépend uniquement des autres segments, donc le segment feed, le segment food. OK? Donc, si je dois l'évaluer ici, il faut faire la somme des parts. Je dois évaluer la partie segment feed et food et la partie combustible. OK? On doit les évaluer séparément. OK? Donc, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans les rapports financiers, prendre l'operating income, les bénéfices nets moyens du segment feed et food, et prendre les bénéfices nets moyens ici du segment ici, segment ici equity, le segment ici DGD, tout en vérifiant que le prix qu'on en date d'aujourd'hui est un prix qui est stable. OK? Parce que je ne veux pas recevoir 351 millions ici aujourd'hui, demain matin, après-demain, recevoir
200 millions ou 100 millions parce que le prix de la commodité se sera effondré. Vous pouvez également voir qu'il y a une variation également ici, 364 millions en 2019. En 2021, ici, on a à peu près 315 millions pour 2020 et ouf, on n'a pas l'information par rapport à 2020. Donc, on pourrait même retourner ici en 2020 pour voir cette information-là. Bref, enfin, techniquement, oui, décembre 2019 ici, techniquement, je pense que c'est janvier 2020. Donc, on va le dire comme ça. Donc, on a des informations par rapport à 2020. Donc, Darly Ingredient fait peut-être partie des entreprises qui sont assez complexes à analyser du point de vue quantitatif. Ça peut arriver, parce qu'ici, je n'ai pas confiance à la stabilité de ces bénéfices nets-là. Je n'ai pas confiance. Parce que oui, les analystes sont confiants, ils s'attendent à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur, mais ça, c'est eux. OK? Ici, en termes de révision, admettons qu'on va regarder le consensus ici. Vous constatez quoi? Le BNA a tendance à diminuer. En octobre 2022, ici, les prévisions sur 5 ans, les prévisions en 2025 étaient de 7,67 $. Et en juillet 2023, les prévisions sur 5 en 2025 ici sont de 6,62 $. Donc, on est de moins en moins optimiste. C'est ce que ça veut dire. OK? On est de moins en moins optimiste. Pourtant, le chiffre d'affaires est de plus en plus élevé. D'accord? Ça, je n'aime pas. Donc, vous voyez que c'est assez intriguant pour commencer à faire attention. Je ne regarde jamais l'estimation des analystes, etc. Parce qu'à la fin, le target des analystes, s'ils sont acheteurs, accumulés, etc., ça veut juste dire qu'ils sont optimistes. Ça ne veut pas dire que je dois acheter ni quoi que ce soit. D'accord? Et ils changent d'avis très, très rapidement. OK? Donc, pour le moment ici, si je veux acheter vraiment cette compagnie-ci, je dois aller vérifier la partie DGD pour voir si le prix, le revenu qu'on reçoit, qu'on perçoit de DGD ici, ne dépend pas de la variation du prix de la commodité. D'accord? Et je n'ai qu'à faire ici, voilà, appliquer un multiple, disons, de 15, vu que c'est un multiple de 15, j'enlève un multiple de 15, plus également le segment feed et food ici, la marge, et un multiple à peu près également de 15 par là, parce que c'est un business qui n'aura pas tendance à s'échanger à des PER très élevés. Parce que ici, en date de juste, je dois l'évaluer. Je ne l'achèterai pas, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée ici aujourd'hui. Correctement évaluée. Et si vous voulez même mon avis, personnellement, vu ce type de compagnie, je préfère encore l'acheter à un prix 2 fois moins élevé que celui qui est présentement dispo. N'oubliez pas également qu'elle a fait certaines acquisitions dont ça pourrait avoir un impact sur Darly Ingredient. C'est pour ça que je dis que l'évaluation de cette compagnie-ci est assez complexe. OK? Quelqu'un normalement aurait pris cette compagnie-ci et vous aurait dit, voilà, 13 fois les bénéfices, c'est moins cher, on s'attend à des prévisions futures, mais le passif de cette compagnie ne parle pas pour elle. D'accord? Et je suis sûr qu'en réalisant les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que la partie equity ici dépend de la variation du prix de la commodité. On l'a vu tantôt ici, l'augmentation ici de RIN, donc à peu près RIN fuel price ici, dans à peu près le combustible ici renouvelable à un certain prix. Il y a eu un impact ici du prix ici des combustibles renouvelables. OK? So, faites très attention. Donc pour moi, dans les ingrédients, vaut mieux rester sur les lignes de côté, sérieusement. Vraiment, vaut mieux rester sur les lignes de côté. Laissez-la tranquille. OK? Laissez-la tranquille. Laissez-la 2, 3, 4, 5 années par là. Laissez voir à peu près si elle maintient ce niveau de revenu-là malgré la variation de la commodité. Même si le business model vous parle, vaut mieux être prudent ici parce que ça reste une compagnie cyclique. D'accord? Vous pouvez constater ici que, voilà, si on prend juste les operating cash flow ici, vous pouvez, en termes de bénéfices nets ici, voilà, c'est une entreprise qui a eu tendance à souffrir sur les dernières années ici. D'accord? Donc, ça peut également vouloir dire qu'on a eu des investissements massifs ici ou bien on a eu des taux d'intérêt assez élevés, etc. Et si on a un prix de commodité ici qui affecte positivement nos bénéfices nets en date d'aujourd'hui, donc ça affecte également nos EBITDA, le ratio dette net sur EBITDA également, si l'EBITDA diminue, aura tendance à augmenter. Là, il faut également voir qu'est-ce que l'entreprise fait avec le cash en date d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on doit rester sur les lignes de côté sur cette compagnie-ci. Même si c'est intéressant du point de vue quantitatif, mais je me suis déjà assez brûlé les ailes avec les compagnies cycliques pour savoir à peu près comment est-ce que je dois procéder quand je regarde cette compagnie. C'est à peu près une compagnie que j'ai déjà eu à rencontrer précédemment. J'ai toujours aimé son business model de toutes les façons. D'accord? Mais en termes d'évaluation ici, je dirais qu'on est à un niveau, voilà, tant mieux si on rapporte 5,6$ en 2025. Quand on regarde même l'estimation des analystes ici, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Déjà qu'ils ne sont pas nombreux, vous voyez qu'ils ont tendance à ne pas avoir raison sur les dernières années ici. Et à partir de 2019, le prix de la commodité était à un niveau assez élevé. Donc, soyons prudents. D'accord? Donc, quand tu vas lire les rapports financiers, occupe-toi du segment DGD. Vérifie ici si le prix dépend, si les revenus qu'on obtient de ce segment-là dépendent de la variation du prix de la commodité. Et
Regarde également quelle est la moyenne du prix de cette commodité-là sur les 10-20 dernières années pour essayer de voir à peu près si on est à un prix moyen en date d'aujourd'hui. Imagine que la moyenne, le prix actuel est juste au niveau de la moyenne. Donc, on va se dire que techniquement, le revenu qu'on va obtenir ici serait à peu près stable dans le futur. OK, si on est au niveau de la moyenne sur les 10 dernières années par rapport à ce prix-là. Mais si on est à un niveau assez élevé, on a des bénéfices nets très élevés en date d'aujourd'hui. Donc, restons prudents sur les compagnies cycliques. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à Darling Ingredients. Donc, j'ai essayé de faire, même si c'est bien ici, c'est mentionné consumer staple, donc consommation durable, mais non, vous voyez qu'il y a un segment cyclique. Faites attention. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. Ok, n'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et n'oubliez pas, dans le service Top Premium, vous avez la possibilité d'avoir 80% de discount sur les formations à venir. D'accord? Et uniquement jusqu'au 22 du mois de juin 2023. Ok? Donc, si Darling Ingredient t'intéresse, tu sais à peu près quel genre de questions tu vas poser. Moi, perso, si j'étais obligé de... Voilà, s'il fallait prendre une décision par rapport à cette compagnie-ci, je ne l'achèterais pas à ce prix-ci. Même s'il semble être attractif, mais je pense que ce prix-ci ça pourrait représenter un piège au prix actuel. Au vu à peu près de la lecture que j'ai eue des différents rapports financiers ici, donc je l'ai lu en diagonale, d'accord? Donc faites attention, ok? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Merci.